Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camp de base sous le signe de la glaciologie et de la musique. Aujourd'hui, je reçois Ghost in the Loop, alias Aurélien Buiron ou l'inverse. C'est ça, on peut. L'un ou l'autre, ça fonctionne très bien. L'un ou l'autre fonctionne très bien. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio de Radio Campus aujourd'hui qui nous accueille. Eh ben, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Eh ben, c'est superbe. Alors, la question que je pose à tous nos invités, il est où toi, ton camp de base? Et il est composé de quoi? Alors là où j'habite, c'est ça la question? Ouais, c'est où est-ce que tu te sens chez toi? Je me sens chez moi un peu partout. Moi j'habite en Isère, les terres froides. Donc c'est le passage. C'est vrai que je m'y sens bien. C'est pas là-bas que je suis né pourtant. Je suis né dans l'Ain, à Belay. Donc je me sens... En fait, tant que je vois les montagnes, je me sens chez moi. Voilà, il faut que je vois les montagnes. Et c'est vrai que Belay, depuis la fenêtre de ma chambre, je voyais la pointe du Mont Blanc, tu vois, je voyais la dent du chat. Donc en fait, depuis que je suis né, j'ai toujours vu les montagnes, même si je suis pas né, tu vois, je suis pas né dans les montagnes précisément. Mais pareil, j'ai fait mes études dans le Jura, donc en plein milieu de la montagne. Et là, donc on a acheté une maison au passage et on voit les montagnes. Donc je les vois, tout va bien, je me sens chez moi. Quel type d'études on fait dans le Jura? Alors moi, j'ai fait des études d'opticien lunetier, en fait. Voilà. Ça se tient. Voilà, donc c'est pour ça, ouais, l'école de Moret, lycée Victor Bérard. Ouais. Ok, donc à la base, t'es opticien. Ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai toujours fait beaucoup de musique, en fait. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique. J'aurais aimé travailler dans l'industrie de la musique. Au moment de s'orienter, j'aurais aimé être musicien, par exemple, tu vois. Sauf que c'était pas trop le plan de mes parents, on va dire. Ils préféraient que je fasse un vrai métier, tu vois. Donc c'était un petit peu l'angoisse, donc il fallait trouver un travail et j'ai choisi opticien. Un peu par dépit. Mais j'étais assez content parce que le lycée Victor Bérard, en fait, ils avaient une salle de musique de fou là-bas, en fait. Il y avait une salle de musique, mais incroyable. Et quand j'ai fait les portes ouvertes, il y avait, il y avait des groupes, mais de fous qui jouaient, tu vois. Ouais. Mais il y avait un vivier de musiciens là-bas qui était, mais époustouflant pour un lycée perdu dans la montagne. Et j'ai fait, ok, c'est bon, c'est là-bas qu'il faut que j'aille faire mes études. C'est la salle de musique du lycée qui m'a un peu orienté, en fait. Ok, et donc finalement, tu pars faire de l'optique, Ouais. mais t'as pu assouvir cette passion de la musique? Ah ouais, complètement, en fait. Mais tous les soirs, j'étais en salle de musique, j'avais je sais pas combien de groupes. Ouais, la musique, ça a toujours été un grand moteur, en fait, dans ma vie. Donc j'ai fini mes études d'opticien lunetier, mais tout en continuant en faisant énormément de musique en groupe, en fait. Ok. Alors, dans cette introduction, j'ai parlé de glaciologie, et pour ceux et celles qui auraient cliqué sur ce podcast sans regarder le titre, en fait, toi, tu es artiste sonore et tu fais du field recording. On en avait déjà parlé dans ce podcast avec le travail de Bernard Faure, qui est aussi ornithologue. Comment est-ce que tu as commencé donc à composer? Et d'abord, est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est le field recording? Ah, bonne question. Le field recording, c'est enregistrer les sons de notre environnement, que ce soit les sons de la nature, ça peut être les oiseaux, le son des arbres, mais ça peut être aussi l'activité humaine. C'est vraiment capturer l'environnement qui nous entoure et le faire écouter en fait à son public, soit en voulant raconter une histoire, c'est-à-dire en recomposant parfois des paysages sonores, c'est-à-dire prendre des petits enregistrements à droite à gauche et recomposer quelque chose de nouveau pour pouvoir raconter quelque chose notamment, ou rester très fidèle à l'enregistrement pour de la documentation par exemple. C'est un peu comme ça que je vois le field recording. Donc toi, c'est la base de ton travail? Un petit peu, ouais. En fait, le field recording a une part égale avec la composition sonore. Je me sens pas field recordiste, en fait, à 100%. Parce qu'en fait, cette pratique-là, elle est relativement récente dans la pratique de la musique, en fait. Le field recording, ça fait 4-5 ans que j'en fais, alors que ça fait 20 ans que je fais de la musique, tu vois, donc la proportion de field recording par rapport à la production musicale, elle est encore relativement récente pour moi, même si je trouve ça formidable et que j'ai plongé dans le terrier de lapin de manière assez intense, on va dire. Et alors, comment est-ce que tu commences la musique? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues dans un groupe? Ouais, j'ai commencé en fait en tant que bassiste et guitariste dans des groupes de rock, principalement punk et metal en fait. Donc pendant très longtemps, j'ai arboré la guitare et la basse sur scène avec des amis. Et mais en fait, très tôt, j'ai été attiré par l'expérimentation sonore, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait si je branche ma guitare ou ma basse, pas dans un ampli, mais genre dans une chaîne hi-fi, tu vois, est-ce que ça fait un son différent, est-ce que ça sature différemment, et très vite j'ai été attiré par les pédales d'effet, tu vois.
C'est-à-dire bidouiller mon son de guitare pour que ça ressemble plus à un son de guitare à la fin, mais pourquoi pas à des sons de synthétiseur ou des sons très très étranges. Donc l'expérimentation sonore a tout de suite pris une place assez importante dans ma pratique de l'instrument, on va dire, tu vois, même au conservatoire. Mais j'ai longtemps méprisé l'univers de la musique électronique, en fait, parce que maintenant je fais beaucoup de musique électronique. Et en tant que musicien de conservatoire, tu vois, les mecs qui appuyaient sur des boutons, et c'était un petit peu l'arnaque, tu vois. Et qui tournent des trucs. C'était ouais, bof, tu vois, c'est pas des musiciens, tu vois. Donc, j'étais très ouvert musicalement sur plein de trucs, mais à la fois très fermé sur d'autres. Ok. L'expérimentation sonore du côté de la musique électronique, elle est venue pendant le confinement, en fait, tu vois, le Covid, tout ça. J'avais commencé à investir dans des petits synthétiseurs, des boîtes à rythme, des appareils à bande aussi, analogiques. Et c'est pendant cette longue période où j'ai pu avoir le temps d'expérimenter que j'ai découvert cet univers qui est en fait fascinant, quoi. En fait, ce qu'il faut expliquer peut-être à nos auditeurs et auditrices, c'est que dans l'univers sonore, il y a vraiment les premiers instruments finalement à bande qu'on peut déjà bidouiller un peu en faisant passer les bandes par exemple dans d'autres trucs. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et puis il y a ces boîtes qui sont numériques et en fait qu'on peut aussi bidouiller d'une autre manière. Exactement, c'est ça. C'est l'aspect à la fois numérique et l'aspect analogique qui est parfaitement physique, qui est complètement compatible. Et en fait, c'est justement quand j'ai commencé la musique électronique, je me suis dit, j'y connais rien en fait, la musique électronique. Je vois que c'est génial, que je suis passé à côté d'artistes monumentaux en fait. Comme lesquels ? Mais genre Aphex Twin, tu vois, ou j'en sais rien, Boards of Canada. Boards of Canada, c'est trop bien. Autechre, enfin je sais pas si on dit Autechre ou Autechre, je sais pas comment on dit, c'est un nom très bizarre. Je suis passé à côté d'artistes comme ça. J'ai découvert leur travail, je me suis dit, en fait, c'est complètement hallucinant. Et je me dis, ok, quitte à découvrir l'univers de la musique électronique, pourquoi pas commencer par les bases et remonter vraiment à la source. Justement, un petit peu tous ces scientifiques à la fin de fin de Seconde Guerre mondiale qui ont commencé à expérimenter dans les radios expérimentales avec les appareils à bande, avec les appareils de tests nucléaires. Justement, des personnes qui étaient vraiment issues du milieu scientifique, en fait. Et qui se sont dit, en fait, nos instruments de mesure, ils produisent du bruit, ils produisent des tonalités. Si on les enregistre sur des appareils à bande, qu'on modifie la vitesse, on réenregistre par-dessus, ça crée des textures sonores. Et en fait, je trouvais ça fou que la musique électronique ait des racines aussi lointaines, et aussi lointaines dans l'univers de la science, justement. Je trouvais ça dingue. Et à partir de là, il y a eu une petite étincelle dans ma tête, en fait, tu vois, où je me suis dit, si la musique électronique est aussi large et intensément liée à l'univers de la science, de par de là où elle vient, peut-être qu'aujourd'hui, je peux essayer de partir dans une direction où je peux à la fois mêler la science qui m'a toujours intéressé, la musique électronique et la nature, du coup. À quel type de science tu fais référence ? Quel type de science t'intéresse ? J'ai toujours été hyper curieux. Genre, C'est pas sorcier, tu vois. Genre, j'adorais C'est pas sorcier. Tout l'aspect science me fascinait de fou, mais tout, tu vois, que ce soit l'espace, les volcans, la sismologie, enfin... La science, de manière générale. Je suis pas scientifique, mais la science m'a toujours énormément nourri, en fait, pendant très longtemps. Et même mes études d'optique, tu vois, vu que c'était de l'optique instrumentale, de l'optique lunetterie. Dans l'optique instrumentale, le trajet de la lumière à travers les différents milieux, tout ça, je trouvais ça assez fascinant. Donc la science m'a toujours suivi, en fait. Donc à la suite de la découverte de cette musique électronique, tu plonges dans le terrier, comme tu le dis, du field recording. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois où tu as expérimenté cet enregistrement sonore de milieu naturel ? Ouais. C'était à la réserve naturelle du Marais de Lavour, dans l'Ain. C'est un immense marécage, en fait, c'est l'un des plus grands d'Europe, d'ailleurs, il me semble. Et en fait, j'avais acheté mon premier enregistreur, c'était un Tascam DR40X, je crois, qui était vraiment très cool, en fait. Avec le recul, je me rends compte que ce petit enregistreur qui coûte pas cher, il faisait vraiment le taf. Et j'ai fait mes premiers enregistrements là-bas, les grenouilles, tu vois, le son il y a des hautes herbes, il y avait le vent qui soufflait dedans, donc t'avais le son un petit peu des hautes herbes, et là, c'était vraiment ma première expérience, et je me suis même fait, pas peur, mais c'était la première fois où j'écoutais mon environnement au casque de manière un peu augmentée, tu vois, avec des micros quand même vachement plus précis et plus puissants que mes oreilles. Et ça me faisait vraiment très bizarre d'entendre les insectes qui passent à proximité des micros et de les entendre aussi proches dans mon oreille. Et j'avais vraiment l'impression de les avoir dans mes oreilles et ça m'a fait un petit peu bizarre. Et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de cet outil, ne serait-ce que pour l'écoute de mon environnement qui au final me paraissait un petit peu banal. Enfin, genre tu dis, le son des hautes herbes, le son des insectes.
ok, c'est cool, mais pourquoi l'enregistrer ? Ouais, mais en fait, avec des micros qui font vraiment le job, tu te rends compte que tu passes à côté de plein d'informations que tes oreilles sont peut-être pas capables d'entendre. Et là, je me suis dit, ok, il va falloir que je digue un petit peu plus cet aspect-là, en fait. J'ai jamais raconté aux auditeurs que une fois j'ai utilisé le matériel de Patrick Avakian, Ouais. qui fait l'émission de H1000, donc qui va faire des enregistrements en montagne. Et en fait, il m'a équipé de sa mixette et d'un micro XY, tu vois. Et je suis sortie sur le parvis de Eve, sur le campus. Et je me suis retrouvée à entendre un oiseau mâcher. Et je me suis dit, waouh. Après, c'est du matériel hyper professionnel à plusieurs milliers d'euros. Mais ça m'a scotché, en fait. Et je me suis dit, tout ce dont on passe à côté. Ouais, je suis d'accord. Et tout ce que la nature nous donne comme information qu'on n'est pas capable d'entendre, c'est juste effarant. C'est là où on se rend compte de la limite de notre système auditif, en fait, même si il est quand même correct. Tu te rends compte qu'on peut entraîner en plus. Qu'on peut entraîner, mais tu te rends compte que parfois il y a des choses que tu pourras jamais entendre en fait si t'es pas un minimum équipé de micro. Et très 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 concentré sur carrément. Le directionnel, comment tu installes ton micro. C'est clair. Qu'est-ce que tu décides d'écouter aussi. Là par exemple, j'ai entamé un partenariat avec la marque Rycote. Donc je suis devenu ambassadeur et ils m'ont envoyé un micro canon, un shotgun, le RC22 je crois. Je suis très nul en référence. Donc un micro canon, c'est un micro qui est très directionnel. Très directionnel. Donc on le pointe vers la cible sonore qu'on veut et hop, on l'a. Exactement. Et donc c'est la première fois que j'avais en main un micro qui coûte quand même assez cher. Ok. Et comparé aux micros de mon Tascam qui sont donc mon enregistreur numérique qui sont quand même déjà franchement très bien. La différence est juste hallucinante, quoi. Et là, je me dis, c'est déjà un très bon micro, mais c'est pas le plus haut de gamme. Il y a encore des choses encore plus précises et plus puissantes. Et rien que là, j'ai vu une différence, mais c'est vraiment fou. Rien que d'aller dans mon jardin, tu vois, et d'orienter le micro à tel endroit, je vais entendre le clocher d'une église qui est un petit peu plus loin. Je l'oriente d'un autre côté, je vais entendre la ferme qui est à 2 km et j'entends les vaches, tu vois. C'est vraiment très fou, quoi. Ouais. Alors que dans mon jardin, je l'entends pas d'habitude, ça, tu vois. Et surtout, on le voit pas si on prend une photographie. C'est ça qui est fou avec le son. C'est que tu peux prendre une photographie de ce qu'il y a devant toi. Si tu poses un micro, tu peux très bien voir ce qu'il y a derrière et pas comprendre l'environnement dans lequel t'es. C'est clair. Alors, il y a un artiste qui est assez connu, qui a fait un album avec, du coup, sur un brise-glace. Oui. Il s'appelle Molécule. Bien sûr, Donc ça, c'est assez populaire, j'ai envie de dire, dans le milieu du field recording, si les auditeurs et auditrices veulent se faire une idée. La question que moi, je me pose, c'est à quel moment, toi, tu as décidé de commencer le field recording des glaciers, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce travail, en fait, audio-naturaliste presque, un petit peu, et musique électronique autour de ces glaciers. Et justement, en fait, c'est pendant le confinement, j'avais du temps à tuer et j'ai vu une publication sur Facebook d'un média, je sais pas quel média c'était, où justement j'ai vu la photo de Molécule, que je connaissais pas à l'époque, sur donc la banquise. Ça part de là. Sur la banquise avec ses synthétiseurs. Et j'ai fait, donc moi je commençais à expérimenter avec les synthétiseurs et j'ai fait, non mais attends, il y a un mec qui fait de la musique électronique genre comme ça sur la glace, tu vois. C'est fou, tu vois, je me suis dit, c'est génial. Et mais en fait, ça s'est arrêté là. Je suis pas allé diguer le travail de Molécule tout de suite. J'ai juste vu la photo de ce mec sur la glace avec ses synthétiseurs. Et je me suis dit, allez, dès qu'on va pouvoir ressortir un peu, je vais aller faire de la musique en montagne. Tu vois, genre sur des tables d'orientation. Au début, j'ai fait de la musique électronique sur des tables d'orientation. Et je me servais du paysage comme source d'inspiration. Avec des petites batteries, j'alimentais mes synthétiseurs. J'ai fait ça pendant 1 an. Mais l'environnement avait pas... je faisais pas de field recording, c'était juste je compose et je m'inspire de ce qui m'entoure. Et à l'issue de ces enregistrements, je me suis dit ok, c'est pas mal, mais il manquait quelque chose, c'était pas assez organique. Et je me suis dit il faut que l'environnement qui m'entoure prenne une place vraiment importante dans la musique. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Comment est-ce que je pourrais faire pour que l'environnement qui m'entoure puisse avoir une influence sur mes machines, par exemple. J'ai repensé à Molécule sur la glace, justement, et j'ai reconnecté avec un souvenir d'enfance où mon premier souvenir de montagne, c'était la mer de glace, quand j'avais 8 ans, en 1998. C'est la première fois vraiment que j'ai eu un souvenir très marquant de la montagne.
et des glaciers. Je me souviens vraiment, voilà, de cette époque-là, la mer de glace était impressionnante. J'ai retrouvé une photo d'ailleurs avec mes grands-parents et ma mère, et c'était fou, quoi. La mer de glace, c'était époustouflant. Et ce souvenir m'a reconnecté à tout ça, et je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas les glaciers, en fait? Parce que j'y connaissais rien en glaciologie, en glacier, c'était vraiment un univers qui m'était complètement inconnu. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être un défi aussi, tu vois, un défi de musicien. Le glacier, j'y connais rien. Est-ce que ça fait du bruit? Si ça fait du bruit, est-ce que je serais capable de les enregistrer? Et si je suis capable d'y enregistrer, est-ce que je pourrais faire en sorte que je puisse sampler le glacier en direct et faire de la musique avec cet élément sonore? Donc en fait, c'est parti un petit peu d'un délire, d'un défi de musicien où je me dis, ok, le prochain projet, ça va être dans un glacier parce que je connais pas les glaciers. Je sais qu'ils souffrent énormément du réchauffement climatique. Donc c'est un sujet actuel. Et peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec tout ça, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était assez flou au départ, j'avais pas vraiment de direction très précise de ce que je voulais faire, mais l'image globale était là, tu vois. Et c'est qui le premier glacier que tu as enregistré? C'est le glacier de Zinal, dans le canton du Valais, en Suisse. Donc c'est celui-là que j'ai choisi parce que, pareil, encore une fois, j'ai dû voir une photo sur les réseaux sociaux. Je trouvais l'endroit vraiment très beau. Enfin, vraiment, la grotte de glace naturelle est époustouflante. C'était vraiment magnifique. Donc, je me suis dit, ok, visuellement, déjà, il y a quelque chose. Parce que je me suis dit, quitte à aller enregistrer des glaciers, il va falloir le documenter. Donc, il faudrait que j'aille accompagné d'un vidéaste, d'un photographe. Donc, un glacier, c'est magnifique, quoi qu'il en soit, mais cet environnement-là m'avait vraiment marqué, parce que la grotte de glace était magnifique. Et aussi parce qu'il était quand même relativement accessible. Pas trop dangereux, il n'y avait pas de danger immédiat. Je me suis quand même mis en contact avec un guide de haute montagne qui connaissait très bien le glacier pour lui dire, ben voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport au glacier de Zinal? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Et du coup, on a été en contact pendant quelques semaines et il m'a donné beaucoup d'indications justement sur la marche à suivre pour me rendre sur place, en fait. Ça veut dire que tu as déjà une pratique physique de la montagne, une pratique de l'alpinisme ou pas du tout J'aime les randonnées. Ouais. Je fais de la randonnée. Je suis pas un alpiniste, tu vois, c'est-à-dire que je vais pas grimper des parois avec des sangles. Ouais, t'as pas une passion corde, quoi. Non, la passion corde, non, pas du tout. Rappel et... Non, ça pourrait venir parce que je trouve ça chouette, parce que dès que tu commences à avoir cette pratique-là, tu peux accéder à des environnements qui sont inaccessibles à beaucoup de personnes et donc des sons qui n'ont pas encore été enregistrés, tu vois. Donc je me pose un petit peu des questions par rapport à ça, mais c'est pas encore le cas. Ma pratique de la montagne, c'est vraiment de la randonnée moyen plus, on va dire. Tu vois, je sais pas comment on pourrait dire, mais... Ça te plaît, mais sans plus, et, ouais, voilà. Et t'as pas un physique de ouf, tu passes pas ton temps à aller faire du trail, quoi. Non, pas du tout. Mais ma condition physique suit encore pour l'instant, donc ça va. Trop bien. Moi, je me mets dans tes baskets et je me dis, ok, première field recording dans un lieu un peu éloigné de chez moi, sur un élément que je connais pas trop, qui est l'élément glace et glacier. Ouais. Il va aussi falloir penser l'élément technique. Comment est-ce que tu gères ta préparation avec tes micros? Comment tu choisis ton matos pour pas foirer tes enregistrements et te dire que tu vas... Moi, tu vois, je pense que ça m'aurait fait très peur. Oui, moi aussi. Okay. Ça a été une source... Ben oui, parce que j'avais jamais fait ça. Alors je me suis un peu documenté sur internet, tu vois, la glace, est-ce que ça fait du bruit? J'ai écouté ce que d'autres personnes un petit peu avaient fait, déjà pour un peu avoir une idée de ce à quoi je pouvais m'attendre dans un glacier, sans être vraiment sûr de ce que j'allais vraiment trouver. Donc au début, je me suis orienté sur des hydrophones et des micros de contact, notamment une paire de micros qui sont calibrés pour être directement branchés dans mon synthétiseur modulaire. Ok. Donc j'ai choisi ça parce que j'avais un synthétiseur modulaire et je me suis dit que ça allait être assez chouette de pouvoir directement, tu vois, envoyer le son dans la machine pour faire du sound design. Ouais, donc en gros, en fait, tu prélèves du son de l'environnement par contact, c'est ça, un hydrophone, c'est un piezo, en fait. En gros, ouais, c'est ça. Et ça te permet, quand tu le passes dans le synthétiseur, de mettre des filtres et de choisir les sons qui sortent. En gros, ouais, par exemple, ça, et j'ai aussi des modules qui sont ce qu'on appelle des résonateurs. Mm-hmm. C'est des modules numériques où, en gros, c'est comme si on imagine des cordes virtuelles, ça peut être des cordes qui peuvent simuler un petit peu des sons de guitare ou des sons de piano, on va dire, ou parfois des pots, aussi des pots de percussion, des pots de batterie. Et en fait, le signal audio qui va rentrer dans ce module va exciter ces cordes virtuelles. Donc par exemple, si je capte un craquement qui va être un peu sourd, ça va plutôt exciter les cordes, on va dire, un peu graves. Et si c'est un craquement un petit peu aigu, ça va exciter à l'inverse plutôt les cordes hautes au niveau de la fréquence. Ça se fait sur la fréquence, donc nous, notre oreille l'entend de 20
Hertz à 20 kHz. C'est ça. Et du coup, c'est du plus grave au plus aigu. On fait un peu de médiation pour les bien sûr, auditeurs. tu fais bien. Et donc, en fonction de ce qui rentre dans ton micro, il est capable, lui, ton résonateur, de dire, en fait, c'est telle fréquence ou tel groupe de fréquences, parce qu'il n'y a pas forcément une fréquence. Ouais. Et donc, ça vient produire du son par rapport à ce que toi, tu as comme résonateur. Je me suis dit que c'était assez chouette de faire ça, parce que c'est comme si... en gros, le glacier venait lui-même taper sur un instrument virtuel. Et je me suis dit, ok, quitte à créer du design sonore dans un glacier et à enregistrer le glacier, ça serait chouette de le faire jouer. Ok. Tu vois, et non seulement de capter le son brut, donc les eaux de fonte avec le son de la glace, les micros de contact et tout, les hydrophones, mais ça serait chouette aussi d'utiliser ce son-là pour que le glacier lui-même puisse créer sa propre musique. Trop bien. Quitte à faire un album de musique électronique ambiant, j'ai choisi cette direction-là pour ça, en fait, justement. Tu es resté combien de temps à Zinal ? Une journée complète. On est arrivé assez tôt le matin, je crois que c'était 9h du matin. T'avais une équipe avec toi ? Ouais, j'avais Hugo Préveran qui faisait la vidéo, Fabrice Buffard qui s'occupait de la photo, et Paul Brifoto qui était là pour documenter, en fait. Il a fait un carnet de voyage de l'expédition. Trop bien. Ouais. Donc, t'as monté une équipe, ouais. T'avais des financements ? Non, j'ai tout financé moi-même. Ok. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience une fois que tu quittes ce glacier pour la première fois que tu fais du field recording dans un élément que tu connais pas ? Alors déjà, j'ai été rassuré de voir que ce à quoi je m'étais préparé était à peu près juste. C'est-à-dire, j'ai tapé à peu près dans le mille. Et en fait, j'avais peur que le glacier fasse pas de bruit, en fait. Tu vois, je me suis dit, en fait, peut-être que je vais arriver dans un endroit qui va être très figé et qui va rien se passer, en fait. Et à un moment, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Il faut documenter, en fait, cette expérience, tu vois. Et si je m'étais planté, j'aurais quand même composé de la musique sur place, tu vois. C'était pas grave, mais l'idée, c'était de documenter un petit peu ce que j'allais faire sur place. Et quand j'étais dans le glacier, que j'ai posé pour la première... Déjà, j'ai vu qu'il y avait de l'activité, il y avait de l'eau, il y avait des eaux de fonte, il y avait des plaques de glace, il y avait... Enfin, non, c'était un terrain de jeu vraiment assez fou, en fait. Quand j'ai plongé pour la première fois mes hydrophones sous les plaques de glace et que j'entendais les petites fluctuations, tu vois, les bulles d'air qui passaient, en fait, entre l'eau, et ça faisait des petits tapotis, en fait, des petits clapotis d'eau sous la glace, ça provoquait ces espèces de petites résonances. Je me dis, oh ouais, purée, c'est fou, c'est ouf, ça marche, quoi. Donc déjà, j'étais hyper rassuré. Après, la journée était très intense, hein. J'ai pas arrêté, quoi. C'est-à-dire pendant... de 9h30 du matin à 17h, j'ai fait que de la prise de son, en fait. J'ai composé, prise de son. Donc tu as continué, comme sur les tables d'orientation, à composer dans l'environnement naturel. Ouais, c'est-à-dire que là, par contre, je m'inspirais de l'environnement. Bien sûr, c'était hyper inspirant, c'était fou comme endroit. Mais là, par contre, j'avais vraiment la possibilité de le capter et d'en faire quelque chose. Donc j'étais très concentré sur ce que je faisais, j'étais très concentré sur mes prises de son, sur l'aspect composition, sound design et tout. Quand je suis ressorti, j'étais un peu rincé, j'étais un peu très très fatigué de ma journée, mais j'étais rassuré quand même. Je me suis dit, ok, je pense que j'ai une bibliothèque de son et une bibliothèque de proto-composition ou de composition complète assez folle. Et je me suis dit, ok, la matière sonore est là, quoi. Donc j'étais quand même assez rassuré. T'as encore une bibliothèque à laquelle t'as pas encore touché pour de prochaines compositions ? Non, celle-là, je l'ai poncée vraiment du début à la fin. Okay. Je l'ai poncée et reponcée. J'ai fait un pack d'échantillons sonores qui est disponible à la vente, d'ailleurs, qui s'appelle Glaciogenica, sur une marque qui s'appelle Sound Ghost. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec moi, mais ils font des packs d'échantillons, en fait. Donc c'est plutôt cool, ils m'ont fait confiance, et ils m'ont dit ok, je pense que le projet va être chouette, et donc c'est très expérimental, mais du coup c'est commercialisé, j'en suis très content. Et je suis retourné au glacier de Zinal 1 an après pour un documentaire avec Meet and Greet TV, parce qu'ils étaient très curieux de ma démarche, et ils m'ont dit on aimerait bien t'interviewer. Je fais écoutez les gars, on a qu'à retourner au glacier. Et ils m'ont fait ok, go, on fait ça. Donc je suis retourné 1 an après au glacier avec de nouveaux micros, une nouvelle technique. Et j'ai fait 2 nouveaux enregistrements et c'était complètement différent, complètement nouveau. Ouais. C'est fou ça. Et alors qu'est-ce qui sort ? Donc il y a effectivement ce pack d'échantillons. Est-ce que tu en as composé des disques ? Ouais, donc j'ai fait un album qui s'appelle Le Chant de la Glace, qui est donc 2 morceaux ont été vraiment enregistrés de A à Z dans le glacier. C'est le morceau Le Chant de la Glace et le morceau L'Imaginaire des glaciers. Et les 4 autres morceaux, c'est des proto-compositions, on va dire, qui ont été faites dans le glacier. C'est-à-dire que j'ai composé plein de séquences de musique, plein de pads, plein de design sonore
qui m'ont servi un petit peu de bloc. En fait, c'était comme des Lego. En fait, j'ai vu ça un petit peu comme des Lego. Je me fais une brique comme ça, et je me suis dit, ok, après en post-production, je vais pouvoir un petit peu réassembler tout ça pour pouvoir compléter un petit peu ce que j'ai pu commencer dans le glacier, mais pas pu finir à cause du manque de temps, bien évidemment. Ok. Et d'énergie, parce que mes batteries n'ont pas tenu le coup. En fait, à la fin de journée, j'avais plus de batterie. Okay. Donc là, tu nous as parlé de ton premier glacier, le glacier de Zinal. Si tu es ici dans le camp de base aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré Hugo Nani, qui est glaciologue, qui devait au départ venir avec nous. Bon, on lui passe le bonjour. Salut Hugo. On s'est mal compris sur la date. Hugo, on espère que tu pourras revenir dans le camp de base. Donc, vous vous êtes rencontrés à l'UNOC. Ouais. Donc c'est une rencontre internationale autour des océans. C'est ça. Comment est-ce que ton travail ensuite il s'est axé sur ce field recording de la nature et comment est-ce que ta pratique elle a évolué du confinement à aujourd'hui, on est le 9 septembre 2025. Ouais. Donc il y a que 5 ans entre guillemets, ouais. 5 ans ça peut être très court oui. Et en même temps c'est tellement long quand les enregistrements se passent bien. En fait ça peut aller très très vite. Oui, carrément. Mon cheminement depuis le confinement jusqu'à maintenant, donc ça a été le chant de la glace. Ça a vraiment été un tournant dans ma carrière musicale et dans mon parcours de musicien. Enfin, ça a été un gros tremplin en fait. Le public a commencé à venir à ce moment-là ? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un artiste. Je suis toujours un artiste indépendant, mais j'étais vraiment encore plus indépendant avant. J'avais un tout petit label qui s'appelait Mare Nostrum. Donc, on avait très peu de force de frappe en termes de communication, tu vois. Et le truc, c'est quand t'es artiste indépendant et que tu sors un EP, généralement, il existe un mois et demi, tu vois, on va dire, sur les réseaux sociaux ou en streaming, on va dire. Et tu pries pour qu'il n'y ait pas d'énormes artistes dans ton champ qui sortent des trucs en même temps que toi. Par exemple. Sinon, ça dure 3 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit, ok, pour le chant de la glace, le projet est quand même assez unique. Je me suis dit, peut-être que le projet va vivre un peu plus longtemps, tu vois. Je me disais, peut-être, 5-6 mois, les gens vont peut-être un petit peu parler de ce projet pendant une période de temps un peu plus longue. Et en fait, les gens ont continué d'en parler, mais même, tu vois, encore aujourd'hui, 2 ans et demi après l'enregistrement, on continue de venir me chercher sur cet album-là. Donc d'un côté, je me dis que le projet a vu juste. En fait, dans le message que je voulais faire passer, le chant des glaciers, le danger auquel ils font face au réchauffement climatique, tu vois. Et mon exploration sonore aussi, tu vois, un petit peu la découverte de cet environnement. Donc le chant de la glace a été le gros morceau, en fait, on va dire, pendant ces 5 années. Mm-hmm. Je lui ai donné une suite qui s'appelle Cryosphère. J'ai voulu aller un petit peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que l'EP est en collaboration avec Earth%, et je reverse 50% des bénéfices des ventes de cet EP à Earth%, qui eux ensuite redistribuent l'intégralité des fonds à des causes environnementales. Donc c'est plutôt chouette. Trop bien. Et Cryosphère est né justement de ma 2e visite au glacier de Zinal, pile 1 an après. Donc ça a été un petit peu un volume 2 en fait de mes expérimentations sonores. Et j'ai sorti un vinyle d'ailleurs, le chant de la glace. Ok. Il a très bien marché, sold out. Okay. J'ai été bluffé par l'accueil en fait du vinyle. J'y croyais pas parce que j'avais peur d'avoir un stock, tu vois, de merch sur les bras. Ouais. Et ça a très bien marché. Et surtout que des vinyles pressés, ça demande des autorisations, ça demande de faire les premiers sillons. Enfin, c'est tout un vinyle, c'est tout un cheminement, quoi. C'est pas comme graver un CD sur un ordinateur que tu vends comme ça, quoi. Ouais, complètement. Et donc ça, pareil, ça a été complètement autofinancé. Mm-hmm. Et donc ça a bien marché, donc j'en suis très content. Est-ce qu'il y a des scientifiques maintenant, donc là on a parlé d'Hugo, vous vous êtes rencontrés dans une conférence internationale dans laquelle tu as fait un live et une conférence sur ton travail. Est-ce qu'il y a des scientifiques aussi qui viennent te chercher pour faire de la médiation auprès des publics ? Comment ça marche ? Alors, pas encore, mais je sais que le milieu scientifique a réagi déjà de base assez vite au chant de la glace parce que je me souviens d'un couple de glaciologues qui m'avait écrit un message en me disant « On te prend 2 vinyles, parce qu'on est tous les 2 glaciologues en Norvège, je crois. » Il dit « J'en prends un pour ma femme et un pour moi parce que le projet nous parle trop. » Et c'est à ce moment-là, je me suis dit « Ok, donc en fait, le milieu scientifique peut se sentir touché par ma démarche. » Et je l'ai très bien vu lors de l'UNOC 3 où j'ai été invité, c'est Heidi Sylvestre qui m'a envoyé un message. Qui est une glaciologue très connue, qui est une tête de pont de la préservation des glaciers en France et à l'international. Et en fait, je l'avais contactée, faut dire que je l'avais contactée avant d'aller au glacier pour qu'elle m'en dise un peu plus sur les glaciers. Je lui avais envoyé un mail, est-ce que tu pourrais
parler un peu des glaciers parce que je comprends pas l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers. Enfin, je le comprends, mais je vois pas les mécaniques qui se cachent derrière. Est-ce que tu pourrais m'envoyer de la documentation là-dessus pour que je puisse en apprendre plus? Elle a été super sympa, elle m'a envoyé plein de trucs, donc j'ai appris plein de choses. Et pour la remercier, après, je lui ai envoyé un vinyle, en fait. Et on est un peu resté là, et ouais, je pense qu'elle a aimé le projet. Elle m'a contacté pour venir parler de mon travail lors de l'UNOC. Et là, je me suis dit, ouais, ok, l'UNOC, c'est quand même un événement mondial. Il va y avoir beaucoup de scientifiques, des artistes, des scientifiques, des personnes du milieu. Au début, je me suis dit, je me sens pas à ma place, en fait. Ouais, tu sais, moi, je suis pas scientifique, je suis un artiste un peu indépendant. Je me suis dit, c'est fou que ma démarche se retrouve propulsée sur cette scène-là, en fait, qui est une scène internationale. Enfin, le pavillon de la cryosphère, Fondation Albédo pour la cryosphère, c'est assez énorme, tu vois. Ok. Et après, je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave, je vais y aller. C'est trop cool, c'est une occasion en or de parler de ce que je fais à cet endroit-là. Est-ce que tu as trouvé d'autres synergies avec des artistes qui étaient présents? À fond, ouais, mais complètement. Des gens avec qui tu pourrais bosser? Ah ouais, complètement, mais plein. C'était un vivier de scientifiques, d'artistes, d'activistes. Mais non, mais c'était fou. Ouais, je me suis fait des contacts incroyables et des amitiés solides. C'est surtout ça, en fait. C'est là où je me suis rendu compte que des gens me connaissaient déjà, en fait. Ils me disent, ah, mais t'es Ghost in the Loop. Je fais, mais c'est fou. Il y a des gens qui connaissent mon projet, alors que moi, je sais pas qui c'est, ces gens-là. Ouais. Et non, c'était vraiment, ouais, c'était génial. Et à partir de là, ouais, il y a des collaborations scientifiques et artistiques qui vont se faire pour mes prochains projets grâce à cette rencontre de l'UNOC, en fait. Est-ce que tu as une ou un artiste dont tu voudrais nous parler qui travaille aussi sur cette thématique de l'environnement? Ouais, il y a une artiste qui m'a vraiment bluffé lors de l'UNOC. Elle a donné une conférence, c'est Ximena Avega. Elle est glaciologue au Svalbard. Enfin, pas que, mais je sais qu'elle y a passé beaucoup de temps pour ses études. Alors elle a fait une conférence où elle récupérait les topographies satellites des glaciers du Svalbard, qu'elle rentrait dans un programme qu'elle a codé sur Python. Et en fait, la topographie du glacier donne des contrastes en noir et blanc, en fait. Donc en fait, c'est comme si c'était une topographie noir et blanc du glacier. Ces topographies génèrent du son. Elles recréent de la matière sonore grâce, tu vois, aux sillons de la glace, aux différences de niveau. Et elle grave ces enregistrements sur vinyle. Donc elle regrave en gros les fractures de la glace sur de la matière analogique et qu'elle nous a fait écouter en direct lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et j'ai trouvé ça vraiment fou. Elle, sa démarche, c'est vraiment de la création sonore à partir de topographies satellites. Donc la topographie, c'est l'altitude suivant des points GPS d'une plaine, d'une montagne. C'est ça. C'est les élévations et les descentes en fait d'un coin de carte. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui m'a bluffé, c'est que je me suis dit, mais c'est fou parce que les sons qui ressortent de cette expérimentation, ça ressemble quand même pas mal à mes enregistrements que j'ai pu faire au géophone, par exemple, tu vois. Qu'est-ce qu'un géophone? Ah oui, qu'est-ce qu'un géophone? C'est en gros un micro sismique. C'est un micro que tu vas mettre que tu vas planter dans le sol et qui va vraiment enregistrer le son en fait qu'il y a dans le sol. En fait. Avec les vibrations. Avec les vibrations. Donc c'est plutôt dans le bas du spectre. Ouais. Et je me suis dit, c'est fou parce que les sons qu'elle a enregistrés, on retrouve un petit peu la même identité sonore alors que la source n'est pas la même. Et j'avoue que son travail m'a assez bluffé. Ouais. Trop bien. Et par-dessus, elle faisait aussi un peu de poésie. Elle parlait de ses expérimentations, de son travail. J'ai trouvé ça fou. Ouais. On vous mettra dans la description du podcast le lien vers le travail de cet artiste. Ouais, c'est fou. Et je vous rappelle aussi les 2 épisodes de podcast avec Camille de Denise sur le camp de base où on a parlé de sa traversée vers le Svalbard et de son travail d'artiste. Elle a fait des drapeaux qu'elle allait planter dans la campagne autour de Longyearbyen. Ouais. Voilà, et du coup elle a fait aussi un travail là-dessus, donc voyez, il y a plein de synergies qui se créent, c'est superbe. J'ai une question à te poser. Pour toi, dans ton travail sonore, quels sont les enjeux des glaciers que tu arrives à voir aujourd'hui avec justement ce son? Je pense que ce qui a... Comment dire ? Moi, je voulais, à travers mes enregistrements, sensibiliser de manière poétique et immersive à la disparition des glaciers. On sait très bien qu'ils souffrent énormément du réchauffement climatique et que malheureusement la courbe actuelle n'est pas très encourageante pour leur survie, même si voilà,
beaucoup de choses peuvent être faites, et si des mesures sont prises aujourd'hui, une énorme partie des glaciers peuvent encore être sauvés, ce qui est assez fou de se dire ça, tu vois. Si des grandes mesures peuvent être prises, on peut encore en sauver énormément, mais bon, c'est un point de vue, je trouve qu'on n'est pas très bien parti pour ça. À travers mes enregistrements, j'aimerais sensibiliser, voilà, de manière un peu poétique, immersive, avec de la musique électronique. Je me sentais pas assez au point techniquement pour faire un véritable album de field recording de glaciers, vraiment une recomposition d'un paysage sonore de glaciers. Donc je me suis orienté sur, voilà, de la création sonore, du sound design et quelques enregistrements de glaciers bruts. Et je pense que cette sensibilisation touche le grand public. Je peux comprendre que le field recording, ça peut être compliqué, tu vois, pour le grand public. Tout le monde n'est pas sensible à des craquements de glace, à des sons qui viennent de nulle part, hyper un peu gutturaux, ou très grave, ça peut être un peu étrange, un peu bizarre, et il y a des gens qui vont se dire, ouais, bof, tu vois, ça me touche pas. Mais si tu peux transformer ça en musique et retravailler ça en rythme, en mélodie, et te dire aux gens, bah voilà, ce que vous entendez, c'est joué par le glacier, c'est des éléments du glacier qui ont été synthétisés, ça peut éveiller une certaine curiosité et amener ce sujet, en fait, tu vois, du danger que la cryosphère souffre énormément à un public différent, en fait. On parle de son là, et tu as tout à l'heure utilisé le terme imaginaire. De plus en plus d'artistes parlent d'arriver à travailler sur les nouveaux imaginaires des montagnes, notamment parce que on est un peu dans l'apathie quand on habite sur des territoires qu'on voit être détruits de manière environnementale. Quelle approche, toi, tu as de l'imaginaire ? En fait, je te pose cette question parce qu'il y a quelques jours, j'étais jury de soutenance de mémoire d'une étudiante qui nous a écrit un mémoire absolument superbe sur les nouveaux imaginaires écologiques, en fait, en montagne, et sur les travaux artistiques qui avaient cours, notamment à la Villa Glovette dans le Vercors, donc qui est une résidence d'artistes qui utilisent les lits froids dans une station de ski, tu vois, qui a 40 habitants dans le Creux, mais il y a des centaines d'apparts, quoi. La question que ça pose, c'est quels imaginaires on convoque quand on est artiste sonore ? Et pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire dans le travail de médiation des sciences pour dire aux gens, bah voilà, il y a un problème ? Tu vois, quels nouveaux imaginaires on convoque avec ces sons, avec ces synthétiseurs, avec ces chants des glaces et de ces glaciers qui nous parlent ? Moi, je pense que l'imaginaire que je me fais, du moins, de cette démarche-là, c'est d'être très proche d'un environnement, tu vois, d'un glacier, qui au final sont pas si loin de chez nous, en fait. Enfin, on est vraiment aux portes des glaciers. En quelques heures de voiture ou de train et en quelques heures de randonnée, tu es sur un glacier. Ce qu'il en reste parfois. Mais... Ce qu'il en reste parfois, ouais, c'est important de le souligner. Moi, tu vois, avec mes synthétiseurs, je suis posé à même la glace, je suis vraiment... C'est de ramener, en fait, un petit peu ces environnements qui peuvent paraître lointains, beaucoup plus proches de nous, et de dire que la montagne, notre montagne, il faut l'écouter, il faut être proche d'elle, et il faut se projeter dans un futur où il va falloir être beaucoup plus, résilient et... Même si on utilise beaucoup ce mot maintenant. Ouais, c'est compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est moins lui en demander, tu vois. C'est-à-dire, je pense notamment aux stations de ski, je sais que c'est une économie, tu vois, mais il va peut-être falloir un petit peu repenser le modèle économique et se dire, ok, peut-être qu'il y a d'autres moyens de profiter de la montagne que de dynamiter ou de percer des glaciers pour y planter des pylônes de téléphérique, tu vois. Peut-être. Mais en tout cas, c'est ça que je vois, en fait, à travers ma démarche. C'est un petit peu... je vois un petit peu ça de la manière un peu... l'imaginaire un peu solarpunk, tu vois, c'est-à-dire un petit peu do it yourself, mais être vraiment au cœur de l'environnement, mais le respecter et en étant moins gourmand, on va dire, tu vois. En faisant encore avec la nature, En faisant encore avec la nature. Tu vois, moi, par exemple, j'utilise beaucoup... La technologie fait partie intégrante de ma pratique de la musique, tu vois. J'utilise des outils de pointe, des synthétiseurs modulaires, ce genre de choses. Mais on peut essayer d'avoir une pratique actuelle de la montagne, mais en étant beaucoup plus proche d'elle et en la respectant, en fait. C'est la question que j'allais te poser, c'est finalement d'observer d'aussi près et d'avoir cette pratique aussi documentaire et documentée
de ces glaciers, quelle nouvelle pratique, toi, ça insuffle dans le son que tu fais ? Ah ouais, mais ça m'a ouvert des portes incroyables. Je me suis beaucoup intéressé au field recording d'une manière très sérieuse. Donc voilà, je suis ambassadeur Rycote, ils m'envoient du matériel, pareil pour Tascam, des géophones, des hydrophones vraiment beaucoup plus précis et pointus que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc l'enregistrement de l'environnement prend une place encore plus importante qu'avant dans ma musique, et j'essaye de moins en moins de la dénaturer. Parce que c'est vrai que le chant de la glace, il y a quelques enregistrements très bruts du glacier, mais de par mes limitations techniques, j'ai dû pas mal les modifier pour pouvoir les exploiter musicalement. Là, maintenant, j'ai du matériel qui suit, donc je peux vraiment exploiter les sons de manière très brute, sans avoir à les modifier lourdement. Ok. Donc ça m'a appris à être beaucoup plus respectueux, on va dire, de la matière sonore de base, d'analyser vraiment ce qui se passe en termes de son, tu vois. Par exemple, j'ai un module dans mon synthétiseur qui me permet de zoomer, on va dire, dans le son. C'est un peu une espèce de microscope, on va dire, où je vais pouvoir aller chercher le son dans le son et d'aller découvrir encore une fois, c'est zoomer dans la matière, en gros, dans la matière sonore, et de découvrir encore des choses insoupçonnées. Et c'est marrant parce que tu retrouves des patterns rythmiques, tu retrouves des résonances, tu retrouves de la tonalité qui font directement écho à la musique, en fait. Donc en fait, tu te rends compte que la musique, elle est littéralement de partout, tout le temps, en fait. Même dans les insectes qui sont au fond de ton jardin. Donc ouais, la nature, la musique et la nature ont vraiment pris une place vraiment très importante, en fait, dans ma pratique quotidienne. On parle beaucoup de sons des glaciers. Que disent les silences ? Que disent les silences des glaciers ? Que disent les silences en général de la nature ? Déjà, qu'est-ce que le silence ? Est-ce qu'il existe réellement, le silence ? Qu'est-ce qu'on définit par silence ? Est-ce que c'est des choses qu'on n'est pas capable d'entendre ? Ouais, c'est ça. Bonne question. Moi, je dirais que le silence de la nature nous apprend à écouter, et à nous écouter nous-mêmes parfois un petit peu. Tu vois, à te plonger dans ton esprit des fois, tu vois, un petit peu à méditer. C'est bête, mais quand tu te concentres sur la presque absence de bruit, c'est là où l'évasion est la plus importante. Dernière question de ce podcast qui devient donc la dernière question pour cette saison, que j'ai posée à certains et certaines sur les 110 épisodes que j'ai déjà produits, mais qui va devenir une ritournelle. Okay. Quelle est la question qu'on t'a jamais posée et à laquelle tu aurais rêvé de répondre ? Waouh. Ça produit souvent cet effet. Ouais, quelle question on ne m'a jamais posée ? Ouais, combien d'heures de prise de son dans l'environnement pour un résultat propre et fini ? Ok. Alors combien est-ce que tu passes de temps, Aurélien, à enregistrer des sons d'environnement de nature pour faire un album finalement qui se tient et qui soit écoutable par le grand public ? Eh ben, par exemple, je crois que juste pour le chant de la glace, pas Cryosphère et les autres enregistrements que j'ai pu faire après, je crois que j'ai à peu près 1h30 ou 1h45 d'enregistrement de glacier, tu vois, presque non-stop. Et sur ces 1h45 d'enregistrement, de la matière sonore vraiment exploitable, propre, tu vois, sans erreur de manipulation ou des erreurs de gain, ce genre de choses. Avec une bonne saturation derrière. Voilà, c'est ça. Je dois en avoir à peine 15-20 minutes. Beaucoup de pertes, en fait. Ouais, c'est ça qu'il faut que comprennent les auditeurs, c'est le temps long dans lequel on s'inscrit quand on fait de l'enregistrement de nature et qu'en fait, c'est pas si facile que ça de manipuler nos micros. Et surtout, plus ils sont précis, plus ils sont puissants, plus l'erreur est facile, en fait. Et fatale. Et plus tu dois prendre de temps pour régler. Donc plus le matériel est technique et plus il faut prendre de temps pour l'ajuster correctement. Ouais. Mais le résultat est encore plus fou, donc... Merci beaucoup d'avoir été dans le Canvas aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, merci pour ces questions. Est-ce que tu veux terminer l'émission en nous faisant écouter quelque chose ? Ouais, mon enregistrement de glacier, celui dont je suis le plus fier, vraiment celui
qui rend le mieux. Alors c'est une sorte de reconstitution. C'est 4 prises que j'ai fait quasiment simultanément, une au géophone, une à l'hydrophone et 2 au micro de contact. Et c'est de loin l'enregistrement le plus fou que j'ai fait du Glacier, en fait. Et il me fait encore des frissons aujourd'hui. Je l'écoute de temps en temps et c'est... Ouais, je l'adore. Et ben, on va écouter celui-là. Ouais. Et merci beaucoup pour ce cadeau. Et ben, merci à toi. Merci beaucoup.
Le camp de base avec Ghost in the Loop, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez écouté un enregistrement du Grand Méan capturé par Aurélien après notre interview en septembre 2025. À bientôt dans le camp de base. On se retrouve le dernier lundi de novembre pour une nouvelle rencontre au sommet.